vraiment, seulement quantitatif. Donc, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de, remplir, des ventres. On l'a bien vu, il y a la question de la préférence, des habitudes alimentaires, du lien social et cetera. Et donc le deuxième point et bah, c'est que c'est un enjeu effectivement sur des dimensions très multiples, qui fait que ça peut être aussi un enjeu assez vertigineux parce qu'on touche à plein de dimensions et des choses en plus, très structurelles, comme, des questions de précarité de long terme et très installées. Donc pour expliciter un petit peu ça, c'est vrai qu'au secours, nous, on parle de précarité alimentaire, là, plus que de solidarité alimentaire, donc c'est de ce point de vue aussi que je vais parler. Il y a 2 manières de parler de ce problème d'accès à l'alimentation ou de définitions, que avec lesquelles on jongle. Il y a la définition de l'insécurité alimentaire qui fait vraiment référence, aux travaux de la FAO, d'indicateurs assez précis au niveau international qui est très alors là, je renvoie aux travaux même de Dominique Paturel qui a regardé ces 2 types de définitions, mais l'insécurité alimentaire donc on est vraiment sur une problématique d'accès à une alimentation en quantité et qualité, suffisante. Mais parler de précarité alimentaire, ça permet aussi d'incorporer dans cette approche, toutes les conséquences sociales, de santé, d'exclusion qui découlent par rapport à cette problématique d'accès à une alimentation en quantité et qualité suffisante. Donc c'est vrai que c'est pour ça que nous, on choisit, plutôt de parler actuellement de précarité alimentaire pour englober, cette globalité justement de la situation de la personne et de ce que provoque, ou ce que suscitent les situations de précarité dans une question d'accès à l'alimentation. Pour vous donner quelques chiffres, mais il y a des plus spécialistes que moi dans cette salle, donc je les laisserai, compléter. On estimait en termes d'insécurité alimentaire, il y avait une étude INCA en France, qui donnait, quelques chiffres, mais qui datent, maintenant, du début des années, 2010. On était autour de 12 de la population quand on prenait ce type d'indicateur. Un autre type d'indicateur qui est utilisé, c'est, le nombre de personnes à l'aide alimentaire. Et là, en ce moment, il y a des remous. On est en train de voir qu'il y a des nouveaux chiffres qui sortent, puisque ce qu'on avait jusqu'à il y a quelques jours, c'était une progression depuis 2009 jusqu'à 2017. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il y avait 2,6 millions de personnes en 2009 qui étaient à l'aide alimentaire et 5,5 en 2017, voire jusqu'à 6-7 millions en 2020, selon les chiffres de la Direction générale de la cohésion sociale. Mais en début de semaine est sortie une nouvelle étude de l'INSEE que vous pourrez retrouver sur leur site, sur les personnes qui vont à l'aide alimentaire. Et là, voilà, ils ont essayé de croiser diverses sources et ils estiment qu'il y a un différentiel possible en 2021. On est entre 2 à 4 millions. Donc, c'est quand même assez énorme comme différence, je veux dire. Et avec un point d'attention qui est que cette étude ne prend pas en compte les aides financières ni l'action des CCAS. Donc forcément, on n'est pas assez proche de, enfin, c'est pas toute la réalité des personnes qui vont à l'aide alimentaire. Et encore une fois, toutes les personnes en situation de précarité alimentaire ne vont pas à l'aide alimentaire. Ça, c'est juste pour vous donner quelques éléments parce que au-delà de ce défi des indicateurs qui existent aujourd'hui, nous, ce qu'on peut dire sur la dynamique de la précarité alimentaire, de notre point de vue et pas avec notre travail sur le rapport statistique pardon, qui est sorti l'année dernière, c'est que sur l'ensemble des personnes que l'on accueille au Secours catholique, une demande d'aide alimentaire, c'est le second besoin exprimé par les personnes après une demande d'écoute. Et ce que l'on constatait aussi, c'est que clairement, derrière cette situation de précarité alimentaire, donc de besoin aussi en quantité et qualité, s'expriment des situations de précarité tout court. Puisqu'on avait évalué que les personnes qui demandaient une aide alimentaire recouvraient 2 types de profils. C'est vraiment soit des personnes en situation d'extrême précarité. On avait 50 des ménages qui viennent au Secours catholique qui ne vivent pas avec plus de 537 €, qui vivent pardon, avec moins de 537 € par mois. Et l'autre type de ménage, c'est des ménages moins pauvres monétairement, mais qui ont des dépenses contraintes de loyer, d'énergie très fortes. Et là, typiquement, c'est l'alimentation qui est la variable d'ajustement. Donc tout ça aussi pour dire, il faut avoir une image aussi globale de la gestion, enfin d'un budget, surtout dans ce contexte d'inflation, quand on considère les questions d'accès à l'alimentation, puisque l'usage de l'énergie est aussi partout, et l'ajustement se fait à partir de ces différentes dépenses pour les personnes.
Donc après, on connaît bien, pour revenir sur la multidimensionnalité, donc il y a cette question de la précarité tout court. Bien sûr, la question de la qualité, derrière avec les effets de santé, ça, on les connaît bien. Il y a plusieurs études qui le renseignent et là aussi, je laisserai les personnes, compléter, dans la salle. Ce que nous, on avait vu dans le rapport statistique, c'est on avait interrogé, les personnes qui, demandaient, une aide alimentaire au secours. C'est qu'il y a une connaissance par ailleurs des personnes de ces effets de leur alimentation sur leur santé. 82 des personnes qu'on avait interrogées se disaient inquiètes des effets de leur alimentation sur leur santé et 50 se sentaient impuissantes pour raisons financières, c'est-à-dire se sentaient impuissantes à agir par rapport à cette question de qualité et donc de santé via leur alimentation, des effets pardon, de leur alimentation sur leur santé. Au-delà des effets de santé physique, bien sûr, nous, ce qu'on constate, c'est les effets en termes de santé mentale. Et je pense que c'était très prégnant dans les témoignages qu'il y a eu, puisque c'est bien aussi du stress, on l'a entendu, c'est de la gestion permanente. Sonia nous disait ça, de devoir, de pas savoir ce qu'on va pouvoir peut-être faire le lendemain, de pas pouvoir répondre aussi aux rôles sociaux qu'on attend de nous quand on est parent et qu'on ne peut pas nourrir ses enfants, quand on ne peut pas aussi peut-être partager un repas, tout ce qui a été dit, ce que nous disait Atef par rapport à la sociabilité autour de l'alimentation. Et c'est ça qui est coupé quand on a des problèmes d'accès à l'alimentation. Et surtout, on l'a dit, bah, c'est la honte de demander une aide sur un besoin aussi essentiel que se nourrir. Et donc ça a des effets importants en termes de santé pour les personnes au niveau santé mentale et sociabilité. Et c'est d'ailleurs un élément qui ressortait beaucoup de l'étude de l'INSEE, que le principal argument qu'on a de non-recours à l'aide alimentaire, c'est la honte de devoir demander quand même une aide sur un tel sujet. Donc, ça donne aussi voilà, une autre facette de cette précarité alimentaire qui est elle-même génératrice de désocialisation, tout comme l'isolement peut être une cause, bien sûr, de cette précarité alimentaire. On l'a aussi dit, il faut absolument prendre en compte les enjeux de mobilité, si la personne est en capacité de se déplacer ou pas, et si, quand on est tout seul aussi, on n'a pas forcément envie de manger. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, je pense, dans les autres témoignages aussi que vous pourrez écouter. Et donc, clairement, il y a différents enjeux pour nous face à cette situation. Il y a des réponses structurelles nécessaires et aussi une approche systémique nécessaire. Donc, ça tombe bien qu'on puisse en discuter ensemble aujourd'hui, puisque l'objectif pour nous, par rapport à ce constat, c'est bien de ne plus avoir deux systèmes parallèles. C'est-à-dire un système où voilà, une partie de la population peut avoir accès, comme elle le souhaite, à une alimentation de qualité, et pour une autre, il y a un système réservé où voilà, la qualité peut être aussi questionnée, même s'il y a des efforts sur le sujet, et surtout où on se sent citoyen de seconde zone. Je pense que ça a été aussi pas mal dit dans les témoignages. On se sent mis de côté et vraiment citoyen, citoyenne de seconde zone. Donc, pour nous, on parle d'accès digne à l'alimentation, précisément pour cette question, dans la recherche d'un accès autonome à son alimentation. Et c'est ça que l'on veut défendre à travers trois types de leviers. Euh, une action à partir de l'enjeu des ressources financières. Clairement, pour nous, il y a une question derrière ça de précarité tout court, vous l'aurez compris. Donc, on formule forcément des propositions en ce sens. Il y a tout l'enjeu de l'aménagement du territoire et de la transition, bien sûr, des modèles agricoles et alimentaires, la prise en compte de l'environnement alimentaire des personnes, c'est-à-dire ce qu'il y a autour d'elles et leur capacité à se mouvoir, les informations qu'elles ont à disposition, etc. Et il y a un troisième volet autour de la participation, c'est-à-dire la place qu'on laisse aux personnes pour qu'elles soient vraiment partie prenante de leur alimentation et des décisions qu'on prend collectivement sur notre alimentation. Bien sûr, ça, c'est très vaste. On pourra discuter des solutions plus concrètes ensemble, et ça n'empêche qu'il y a besoin d'une aide alimentaire pour les situations d'urgence. Ceci dit, pour nous, il ne faut pas oublier tout ce reste que je viens de dire, parce qu'on a tendance à se focaliser aujourd'hui sur la modernisation de l'aide alimentaire, c'est-à-dire de changer la qualité de l'aide alimentaire. Or, vraiment, ce que je viens de vous décrire, pour nous, signale des enjeux vraiment structurels sur des leviers qui font appel à de multiples politiques publiques dont aujourd'hui on devrait se saisir plus franchement. Et ça, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience
qui a été faite par les pouvoirs publics depuis la période Covid, qui est assez claire et traduite notamment par cette mise en place d'un comité national de lutte contre la précarité alimentaire qui s'appelle le COCOLUPA et qui est en interministériel, qui rassemble du coup les différents ministères concernés depuis l'éducation jusqu'à l'agriculture. Donc, ça dénote une vraie évolution par rapport à cette prise en compte d'une nécessaire transformation de nos réponses par rapport à la précarité alimentaire. Depuis les États généraux de l'alimentation en 2017, en passant par un rapport IGAS en 2019 qui a quand même pointé des problématiques jusqu'à la crise Covid, qui a aussi mis sous le feu des projecteurs cette question. Et aujourd'hui, le COCOLUPA, on sent bien qu'il y a des choses qui bougent très, très concrètement et qui veulent saisir le problème à ce niveau-là. Il y a aussi un certain nombre de travaux qui sont lancés pour améliorer notre connaissance du problème. Je mentionnais les travaux de l'INSEE et ça, c'est absolument nécessaire si on veut des réponses adaptées aux différentes situations de précarité alimentaire et au territoire. Il y a aussi un prochain avis qui va sortir du Conseil national de l'alimentation. Je voyais que Léa était là, peut-être qu'elle pourra en dire un mot. Donc, il y a des perspectives, on l'espère, qui vont contribuer à aller vraiment dans ce sens de la transformation de nos réponses, parce qu'aujourd'hui, on sent quand même un risque d'en rester sur du palliatif par rapport à cette situation qu'on a essayé de vous décrire, que nous, on perçoit, donc à la fois avec nos travaux à partir du rapport statistique et puis des travaux portés par Claire et Atef dans le cadre de l'exposition. J'en ai fini par ce paysage de la précarité alimentaire du regard du Secours catholique. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, clarifications et mise en débat. Merci beaucoup, Marie. Et merci beaucoup Atef et Claire aussi pour vos témoignages tout à l'heure. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, vous pourrez passer nos remerciements aussi aux personnes dont on a entendu les enregistrements, mais qui n'étaient pas là aujourd'hui. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, mais aussi à lever la main et à intervenir directement si vous avez des questions, soit de clarification pour Claire et Atef ou à Marie, ou les personnes qui ont aussi des expertises diverses et variées sur le sujet. N'hésitez pas à apporter des compléments d'information sur des choses qui ont été mentionnées, notamment dans la présentation de Marie. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je vois les... Pour lever la main, il faut activer le petit bonhomme réaction et lever la main. Alors, dans le chat, on a... Alors, bon, il y a quelques questions. Enfin, il y a une question qui vient juste d'arriver sur le COCOLUPA. Peut-être, Marie, si vous pouviez redévelopper un petit peu ce qu'est le COCOLUPA, quelle est la gouvernance et quels sont les objectifs, les actions prévues de ce comité. Et puis, moi, j'ai une question. Je serais curieuse de savoir où est-ce qu'on peut retrouver cette exposition sonore. Peut-être quelques infos pratiques à ce niveau-là. Et puis, je vous ferai remonter s'il y a d'autres questions qui arrivent dans le chat. Je laisserai mes collègues répondre sur l'expo, bien sûr. Sur le COCOLUPA, donc ça a été mis en place en 2020 dans la période Covid, au départ dans une forme de coordination de l'aide alimentaire dans la période d'urgence. D'ailleurs, il y avait une réplique en fait au niveau départemental et enfin au niveau territorial. Donc aujourd'hui, tout comme au niveau national, au niveau local, ces enceintes ont été pérennisées. Et donc son mode de gouvernance, il y a une forme de copilotage avec des acteurs associatifs qui sont membres de ce COCOLUPA. Et des groupes de travail en fait qui ont été mis en place pour justement avancer sur les problématiques identifiées que j'ai mentionnées en partie, c'est-à-dire la question de la qualité dans l'aide alimentaire, comment avoir d'autres modes d'action ou peut-être moins stigmatisants et où les personnes ont vraiment une place dans les décisions et les choix qui sont faits. Sur les questions d'approvisionnement aussi, mais et plus largement sur comment agir au niveau
des revenus. Enfin, en tout cas, nous, on porte ça dans cette enceinte, même si c'est pas le message passe pas forcément complètement. Donc, sur les actions, c'est surtout ça. Aujourd'hui, c'est des groupes de travail qui planchent sur à la fois l'enjeu des indicateurs, comme j'ai mentionné, l'enjeu de la qualité pour faire des propositions sur les nouveaux modes d'approvisionnement. Donc, chaque groupe a un peu des actions qui ont été déterminées par un ensemble de retours des associations à la fin de l'année 2020. Et que vous pouvez retrouver, c'est le plan d'action, il est disponible en ligne, donc vous pouvez retrouver les différents livrables, comme c'est nommé, dans ce plan d'action disponible sur Internet. Son statut n'est pas encore, je crois, totalement acté, puisque voilà, le plan d'action va jusqu'à la fin de l'année. Ce qu'on a simplement eu comme annonce, c'est que le Cocolupa serait pérennisé et il resterait en place. Je laisse à Tef et Claire poursuivre sur l'autre question. Oui, en ce qui concerne l'exposition, donc déjà pour les Lyonnais et les Lyonnaises, elle est en ce moment exposée à la Cité internationale de la gastronomie à Lyon, donc dans l'Hôtel Dieu, voilà, jusqu'à dimanche. Donc pour l'instant, elle n'est pas disponible en ligne, on attend que ce week-end passe. Et ensuite, vous pourrez la retrouver donc, sur le lien que je vous ai mis sur notre site internet de la délégation du Rhône du Secours catholique, où vous pourrez voir les portraits et entendre les enregistrements sonores avec les témoignages du coup, des personnes en précarité. Et il sera aussi possible, si vous souhaitez récupérer, on peut vous envoyer ensuite les portraits, en fait, les portraits photos, si vous voulez voilà, les exposer ou vous servir de cette exposition pour faire parler de la précarité alimentaire. Sachant qu'au niveau du Secours catholique, il y a plusieurs délégations qui ont travaillé sur des expositions. Il y a aussi les Hauts-de-Seine et la Seine-et-Marne qui disposent d'expositions avec des visages et des témoignages de personnes en précarité. Donc, vous pouvez tout à fait vous rapprocher voilà, de nos 3 délégations si vous avez besoin de contenu, voilà, de témoignages et de visages sur ces questions-là. Merci Claire, merci beaucoup. Si vous avez une adresse mail que vous pouvez partager dans le chat, s'il y a des personnes qui veulent vous contacter, n'hésitez pas à l'ajouter, notamment s'il y a des personnes qui veulent aussi organiser une expo sonore de ce type-là. Merci beaucoup. Je vous mettrai mon adresse mail et aussi celui de ma collègue Violaine Martin, donc, du coup, qui est à l'initiative de cette exposition, mais qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Voilà, donc, n'hésitez pas à contacter une de nous deux, si, ne serait-ce que si vous avez besoin de plus d'informations ou que vous souhaitez partager cette exposition sur vos territoires. Effectivement, il est prévu, je réagis du coup, il est prévu qu'elle soit, parce qu'on participe chaque année au Festival alimentaire avec un ciné-débat, et du coup, il est prévu que cette année, on fasse tourner l'exposition aussi dans ce cadre-là. Merci. Marc Pascal a demandé la parole. Oui, merci pour ces témoignages et les informations concernant cette exposition. Je fais une hypothèse, vous me direz si je suis peut-être à côté de la plaque, mais il me semble que un des gros intérêts de ce genre d'exposition, c'est effectivement qu'on la partage, mais c'est aussi que des mécanismes du même type se mettent en place sur des territoires, parce que le fait de la faire avec les personnes concernées est sûrement autant, sinon plus important, que de la diffuser. Et de ce point de vue-là, est-ce que vous auriez des recommandations ou des pistes un peu méthodologiques pour nous guider sur les bêtises à ne pas faire, ou au contraire les facteurs qui permettraient de reproduire ce genre d'expérience, bien entendu en les aménageant, parce que ça sera toujours différent à chaque territoire, mais nous donner quelques billes dans ce domaine. Je ne sais pas si je suis clair. Si, tout à fait. Du coup, je vous invite à contacter ma collègue Violaine Martin. Voilà, la première chose que je peux vous dire, en tout cas, c'est que ça prend énormément de temps de travailler et de récolter la parole des personnes concernées, parce qu'il faut créer en fait un climat de confiance, et que du coup, ma collègue Violaine, pendant 1 an, elle a animé des ateliers cuisine pour pouvoir arriver dans une situation de confiance où les personnes pouvaient aller vraiment loin dans le témoignage, pouvaient se livrer, et voilà, Atef est là pour le témoigner. Il a participé à tous les ateliers cuisine quasiment depuis le démarrage. Oui, depuis le démarrage. Voilà. Et donc voilà, ça prend vraiment du temps en fait, parce que ce sont des choses qui sont assez intimes, ce sont des témoignages qui sont assez profonds sur le quotidien, sur voilà, vraiment notre vie, et donc
pour arriver à obtenir cette sincérité et aussi voilà, tous les éléments que vous avez pu avoir, ça demande énormément de temps et de présence avec les personnes. Voilà. Après, pour tout ce qui va être un peu technique, vraiment sur la captation audio, sur des choses comme ça, voilà, vous pouvez voir avec Violaine, la contacter directement pour qu'elle puisse vous donner ces éléments. Après, voilà, le premier conseil, c'est vraiment de passer du temps avec des personnes, de proposer des actions collectives et vraiment de créer ce climat de confiance qui permet aux personnes de pouvoir s'exprimer librement et surtout de pouvoir aller jusqu'au fond du sujet, de ne pas l'effleurer. Peut-être juste pour compléter, parce que c'est vrai qu'il y a eu des expos aussi donc en Charente-Maritime, il y en a eu en Seine-et-Marne, comme le disait Claire, il y en a eu dans les Hauts-de-Seine. Et donc, comme le disait Claire, oui, effectivement, c'est beaucoup de temps pour les conditions de confiance, d'écriture des récits, de choisir ensemble ensuite ce qu'on veut dire collectivement et personnellement. Et par contre, c'est vraiment très chouette. Comme vous le dites, il y a tout ce processus et il y a tout le processus d'après, puisque c'est accompagné souvent, par exemple, Seine-et-Marne, ça a fait le tour des marchés et ça permet d'animer des ateliers de sensibilisation du grand public sur cette diversité de précarité, ce que ça signifie. Et les paroles peuvent en parler directement avec elles. Et pour nous, c'est un moyen, c'est vrai, d'interpellation aussi des pouvoirs publics. Donc, c'est comme ça qu'on l'avait pensé dans la période aussi d'élection. Donc, les équipes ont fait les marchés et ont mené des ateliers de sensibilisation autour de ça. Merci. Je ne vois pas d'autres mains levées, alors j'en profite pour poser ma question en lien avec ce qui a été dit de l'intérêt de travailler sur chacun des territoires. Vous avez évoqué le Cocolupa, qui est un réseau plutôt institutionnel. Ma question, c'est est-ce qu'il y a des réseaux plus territoriaux ou plus informels d'échanges entre acteurs travaillant sur ces questions-là qui existent et sont actifs aujourd'hui, ou si ça fait partie des choses à réfléchir et peut-être à mettre en place? Claire Atef, je ne sais pas si vous voulez répondre typiquement sur peut-être Lyon, sinon j'y vais. Ok. Oui, alors ça dépend sur... on est de nombreux acteurs associatifs qui interviennent aussi sur cette question. Donc, nous, on est pas mal en réseau et notamment à travers un projet qui s'appelle Territoire à vivre dans différentes métropoles, dont Claire et Atef font partie à Lyon. Donc, voilà, justement, de capitaliser, puisqu'on se posait tous les mêmes questions. On avait envie de renseigner les mêmes approches, comment construire, c'est ce que je disais tout à l'heure, un circuit qui est vraiment pour tout le monde, un accès à une alimentation de qualité pour tous. Donc, on l'a travaillé avec le réseau VRAC, les CIVAM, le réseau des épiceries sociales et solidaires qui est l'UGES et le réseau Cocani. Et donc, l'idée, c'était, à travers ces expérimentations, c'est ça, de mutualiser, répondre à des questions qu'on avait chacun dans notre coin et de les mettre en commun et de coopérer pour voir ce que produit cette coopération à partir de compétences différentes. Donc, on peut dire qu'on est une forme de... Voilà, des associations sont en réseau pour porter ce plaidoyer des actions. Après, au niveau plus local, comme je le disais, au niveau institutionnel, il y a ces... comment elles s'appellent déjà je vais retrouver le nom, les coordinations locales d'aide alimentaire, il me semble, donc qui ont été pérennisées de la même façon que le Cocolupa. Au départ, c'était pour organiser dans l'urgence l'aide alimentaire pendant le Covid. Et aujourd'hui, elles existent souvent à une échelle, souvent le préfet a décidé de sa a permis sa pérennisation. Après, les termes du débat ne sont pas toujours, parfois on est très concentré sur la logistique en fait, de l'aide alimentaire dans ces enceintes, donc c'est vrai que nous, on n'y est pas forcément très présent ou très actif. Je vous laisse compléter d'ailleurs, Claire, parce que je crois que vous êtes impliquée dans une de ces coordinations locales. On participe effectivement à la coordination locale de l'aide alimentaire. Après, je rejoins ce que tu disais, Marie, c'est très axé logistique, question d'approvisionnement, voilà, de chaînes. Et ces derniers temps, ça a été très lié à la question de l'Ukraine. Donc, c'est vrai que les questions de fond ont peu de place dans ces lieux-là.
Mais du coup, c'est vrai que pour rebondir sur Territoire à vivre, dont parlait Marie, c'est un vrai lieu d'expérimentation déjà entre les associations, parce que c'est vrai qu'il y a peu de lieux où on peut vraiment proposer des actions communes. Et c'est un vrai levier en termes de plaidoyer, parce que obtenir un rendez-vous avec des élus, c'est pas toujours simple. Quand on est 6 à y aller, forcément, ça aide. Et on a beaucoup plus de poids dans les actions que l'on propose. Donc, c'est vrai que ces coopérations-là sont très intéressantes. Et même au niveau en fait, des personnes concernées, on s'est rendu compte que c'était quand même aidant pour mobiliser des personnes et pour qu'elles puissent s'engager auprès de nos structures, de travailler ensemble, parce qu'on a tous un réseau autour de nous. Et du coup, en le mutualisant, on est aussi beaucoup plus fort et on permet beaucoup plus de place à l'expression des personnes qui sont concernées. Et on leur permet aussi de mieux comprendre les enjeux sur leur territoire. Donc, ça a énormément d'avantages, même très locaux, en fait, cette coopération qui est à la base plutôt institutionnelle pour les habitants des territoires concernés. Merci. Je passe la parole à Caroline Leduc. Oui, bonjour, merci. Moi, je vous prends un petit peu en cours là. Je trouve ces discussions très intéressantes et effectivement, donner la parole aux personnes qui vivent la précarité me semble indispensable aujourd'hui pour convaincre tous les acteurs de venir nous rejoindre sur les projets de territoire à vivre notamment. Je me désole un petit peu qu'on on donne pas suffisamment la parole aux paysans et aux producteurs. Comme vous disiez là, j'ai l'impression qu'on focus beaucoup là sur la distribution, comment s'organiser en distribution. Il ne faut pas oublier que sur certains territoires, l'alimentation de qualité en production, on n'est pas au rendez-vous. Moi, je parle pour les Hauts-de-France, je suis à Dunkerque. Aujourd'hui, si on veut proposer une alimentation de qualité, il va falloir vraiment s'intéresser et mettre en place des politiques structurelles sur la production agricole. Et du coup, il faut aussi donner à voir les réalités de la production de certains territoires, quoi. Et du coup, clairement, moi, c'est mes questions du moment, c'est aussi la parole aux paysans, quoi. Dans des réseaux qui sont aussi parfois complètement inexistants. Nous, on cherche un peu aussi nos partenaires sur ces... Alors nous, on produit en tant que jardin de cocagne. Après, l'objectif, c'est aussi que des paysans s'installent et que des paysans puissent bénéficier, sécuriser leur système de production. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive aussi à donner la parole à ces jeunes qui veulent s'installer, qui veulent participer à ces réseaux de solidarité, mais qui cherchent d'abord le foncier, qui cherchent les structures pour les aider. Voilà. Merci. On approche l'approche systémique que vous avez évoquée, Marie. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à ça. Si, je veux bien, parce que je me dis peut-être que notre message n'est pas bien passé en ce sens. Si, clairement, nous, on se désole d'être que sur des questions de distribution. Au contraire, on interpelle à chaque fois pour aller sur ces enjeux structurels qu'on a mentionnés, la question des ressources des personnes, la question de la transformation du modèle agricole, comme on le disait, et la question de la participation démocratique, cohésion sociale. Et donc, clairement, on porte aussi en parallèle des plaidoyers avec ces réseaux paysans, notamment les CIVAM. C'est vrai que c'est notre partenaire parce qu'ils ont une expérience aussi sur les enjeux d'accessibilité, avec le projet Accessible, une recherche action qu'ils avaient menée, et parce qu'on était en coopération déjà sur des actions. Mais on porte aussi des choses avec la Fédération nationale d'agriculture biologique, la Fondation Nicolas Hulot, par rapport au changement dans les cantines scolaires et la restauration collective. Donc là, même dans le contexte, on demande notamment des primes pour faire face à l'inflation qui risque d'augmenter les coûts à la rentrée pour les familles des tarifs, mais aussi d'avoir un effet sur la qualité et de ne même plus pouvoir atteindre les objectifs de la loi Egalim. Donc en fait, on est bien sur deux niveaux là dans ce qu'on disait pour nous, c'est des politiques structurelles sur ces trois niveaux et par ailleurs, inventer
des projets, des nouvelles solidarités en coopération, mais on est bien sur ces deux niveaux-là et on vous rejoint du coup sur le besoin de dialoguer avec ces structures, ces mondes où on ne se connaît pas forcément, alors qu'on connaît tous les deux la précarité à un certain niveau de l'échelle. Et j'en finis sur aussi, on est en partenariat actuellement avec Solidarité Paysans, justement aussi pour traiter ensemble, travailler cette question de l'accès digne à l'alimentation. Donc, on a fait ce qu'on appelle un carrefour de savoir sur ce sujet avec eux. Donc, c'est pendant 1 an, plusieurs séances pour élaborer, identifier avec des personnes concernées les problématiques dans l'accessibilité à l'alimentation de qualité, de la fourche à la fourchette, et des solutions ensemble à partir de leur expérience de vie aussi. Et des savoirs croisés, donc issus de différents types de savoirs. Et merci beaucoup. La difficulté de l'approche systémique, c'est qu'on ne peut pas parler de tout en même temps à un instant T et que ça crée toujours des frustrations. Mais je pense qu'effectivement, vous êtes bien dans cette approche et elle est importante à maintenir, même si par moment, on approfondit plutôt l'un ou l'autre des sujets. Mathilde ? Merci déjà Caroline pour cette question-remarque et je vous invite à rester sur la deuxième partie de matinée parce que je gage que Pauline Scherrer va parler aussi des questions de solidarité avec les producteurs dans le cadre du projet Territoire à vivre à Montpellier. Et je voulais juste faire remonter une question du chat de Marc, également toujours sur alors je reviens un peu sur l'exposition sonore, mais du coup qui s'interrogeait sur comment, je ne sais pas si vous utilisez en fait cette exposition sonore un peu comme mode d'action politique. Est-ce que cette exposition, elle vous aide est-ce qu'elle peut être utilisée comme mode d'action vraiment plus politique? Voilà, si vous avez des événements ou des éléments à nous donner sur comment vous pouvez utiliser cette expo. Voilà. Pour vous donner un exemple, juste après la visio, on va rencontrer les présidents des métropoles de la région Aura qu'on va mettre en immersion dans l'exposition justement pour traiter des questions de la précarité alimentaire avec eux. Donc en fait, en partant de la parole des personnes, on va pouvoir ensuite travailler sur les actions sur le territoire du coup de la région et également permettre de porter aussi un peu plus fort le plaidoyer dont Marie parlait tout à l'heure, voilà le positionnement du Secours catholique sur la question, d'une approche un peu systémique des questions alimentaires et non plus juste de la refonte de l'aide alimentaire. Donc voilà, là, en fait, le fait que l'exposition soit en ce moment dans un lieu qui est important à Lyon, ça nous permet de toucher les élus des métropoles, ce qui n'est pas toujours évident. C'est un premier exemple. Après, elle a été utilisée aussi lors de la sortie du rapport statistique dont vous a parlé Marie tout à l'heure, voilà, pour permettre en fait une première phase d'approche du sujet avant de rentrer dans la partie statistique qui est forcément un peu plus technique. Voilà, donc on s'en sert comme ça. Elle avait servi aussi pour la journée du refus de la misère, la journée mondiale du refus de la misère avec ATD Carmonde, où on l'avait exposée dans les rues de Lyon et où les personnes photographiées étaient présentes. Donc là, c'était plutôt avec le grand public qu'on a travaillé ces questions-là. Donc voilà, en fait, elle sert de support à la rencontre et elle nous permet une porte d'accès pour rentrer un petit peu dans le sujet en partant de la parole des personnes. Et c'est ça qui est vraiment important. Voilà. Et ça va continuer. On va s'en servir encore maintenant qu'on l'a. Le but, c'est de l'utiliser au maximum dans ce sens-là. Merci beaucoup pour ces précisions. Et Merci beaucoup. Oui, pardon. Non, j'allais dire, si tu peux compléter le mode d'action plus politique, c'était ce que vous signaliez même dans la question tout à l'heure, c'est-à-dire pour nous, c'est comment on a aussi une forme de mobilisation citoyenne avec des personnes concernées par la précarité, puisque tout le process qui permet de monter ces expos, ça crée des collectifs ensuite. Et voilà, ça, c'est aussi pour nous un acte, une action aussi plus politique. Merci Marie. Merci à tous pour vos questions, pour vos réponses et pour vos interrogations. Il y a eu plein de choses dans ce qu'on a dit et je pense il y a une belle transition là avec l'intervention de Pauline Scherrer justement sur comment est-ce qu'on passe des projets sur le territoire, disons isolés, même s'ils peuvent être individuellement utilisés localement, comme le suggérait Marc pour interpeller les politiques, etc. Et comment est-ce qu'on passe à l'action collective et voilà. Et du coup, j'invite Pauline Scherrer, si vous voulez bien
pour la seconde partie de l'intervention. Et puis, on reviendra ensuite pour une partie de discussion collective ensemble. Merci beaucoup. Ok. Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis sociologue intervenante, comme c'était dit en intro, c'est-à-dire que je fais un travail de recherche-action citoyenne, recherche-action participative. Je suis basée à Montpellier. En gros, la recherche-action participative, c'est une démarche de recherche qui vise à la fois à produire des connaissances et aussi à agir sur les pratiques sociales au sens large et sur leur transformation, leur évolution. Du coup, ça postule aussi la place, voilà, on va dire une posture d'implication des chercheurs qui participent de leur place à la transformation sociale, à la transformation des choses. Je vais vous parler de comment s'incarne le programme Territoire à vivre à Montpellier, parce que moi, je vis et je travaille à Montpellier, avec voilà, un peu comme l'a dit Marie tout à l'heure, qui était donc une proposition formulée par 5 réseaux associatifs qui ont été cités tout à l'heure, dans le cadre du plan de relance de l'État, pour travailler sur un mode expérimental, sur la manière dont on peut faire vivre la démocratie alimentaire dans les territoires et dont on peut imaginer aller vers le développement de systèmes alimentaires territoriaux plus durables. Et dans durable, il y a cette dimension de justice sociale, d'inclusion, de participation de tous. Et donc, avec cette idée de comment on passe finalement d'un accès à l'alimentation qui est aujourd'hui complètement segmenté, gros marqueur d'inégalité sociale, avec l'acceptation finalement de tous ces circuits d'accès à l'alimentation, et comment on peut envisager de passer à des circuits communs à tous et à faire en sorte que ces systèmes alimentaires soient plus inclusifs. Donc, c'était un peu ça le projet de Territoire à vivre, avec 2 hypothèses fortes. Donc, la question de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire comment on renforce et on développe ce mouvement qui est à l'œuvre dans la société de réappropriation de la question alimentaire par les habitants et par les habitantes, qui s'incarne dans plein d'initiatives depuis maintenant pas mal d'années, mais qui peinent finalement à inclure ou à concerner des personnes qui sont plus modestes, qui sont en situation de précarité. Donc, cette démocratie alimentaire qui est à l'œuvre, qui est là, comment on la développe, comment on la fait vivre, comment on l'active. Et puis, autre hypothèse, cette question de la coopération multi-acteurs à l'échelle du territoire. Donc, dans Territoire à vivre, il y a vraiment cette idée de faire partir, on va dire, les choses, les dynamiques du territoire, des habitants et des habitantes, des acteurs en présence, mais avec une ambition de transformation, on va dire, des choses. Je ne reviens pas sur les constats que Marie a bien posés et surtout qui ont été très bien posés dans les témoignages du début. Voilà, donc 4 territoires se sont lancés dans cette aventure, Montpellier, Marseille, Lyon et Toulouse. On est à peu près à mi-chemin de tout ça, donc ce que je vais vous raconter, c'est aussi, en cours, c'est un travail qui est en cours. Donc on n'est pas sur une analyse a posteriori des effets, mais on est plutôt sur raconter un processus, pourquoi on fait les choses et comment. Si je me ramène sur le contexte montpelliérain, donc nous on est sur l'échelle de la métropole. Peut-être dire que nous, ça fait un moment qu'on travaille en recherche-action sur ces questions-là, sur ce territoire. Il y avait des précédents, notamment un travail qu'on a fait il y a 6-7 ans avec le Secours populaire sur la place des circuits courts dans l'aide alimentaire. Donc, ça renvoie un peu à ce que disait Marie sur ces tentatives d'amélioration qu'on peut observer dans l'aide alimentaire, qui ne propose pas un autre modèle, mais qui essaye d'améliorer la qualité des produits, les modes d'accès, etc. Et une autre recherche-action qu'on a fait pareil en Occitanie sur l'émergence de tiers-lieux de solidarité et de transition alimentaire. Donc, tiers-lieux de solidarité et de transition alimentaire, c'est un peu le longuet, mais en gros, c'était l'idée de comment on fait émerger dans les territoires des dispositifs de solidarité qui soient plus systémiques, plus ancrés justement dans le territoire et surtout ancrés dans l'action collective. Donc, comment on inclut en fait dans des dynamiques communes des producteurs, des personnes concernées par la précarité, des habitants, des associations de différents secteurs, solidarité, protection de l'environnement, circuits courts, etc. Et donc, on a accompagné comme ça pendant 3 ans plusieurs projets qui nous ont, et dont 2 se situent à Montpellier. Donc, un projet qui est porté par le Secours catholique en centre-ville, qui était initialement une épicerie sociale et solidaire et un lieu d'accueil social, et un autre projet porté par un collectif d'habitants dans un quartier prioritaire. Donc, on va dire que c'est un peu la base qui nous a permis de rentrer aussi dans Territoire à vivre avec tout ce contexte favorable, on va dire, et ce qui s'était déjà passé avant. Donc, je vais partager mon écran.
on recoupe avec tous les sujets qui ont été élaborés, qui ont été proposés jusque-là, les thèmes, c'est-à-dire la place des personnes concernées et leurs paroles, le fait d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire d'aller de la production jusqu'à la consommation en passant par les différentes étapes des activités du système alimentaire. Cette idée beaucoup cette idée aussi d'acteurs bénéficiaires, c'est-à-dire finalement ceux qui font sont aussi ceux qui bénéficient de l'action. C'est très présent ça dans les tiers-lieux. Il n'y a pas d'un côté ceux qui bénéficient, d'un côté ceux qui aident ou qui agissent. Et puis, quand même aussi, et ça rejoint, je pense, les réflexions sur les chèques alimentaires, etc., on doit lutter contre la précarité alimentaire. On doit lutter pour que chacun et chacune ait accès à une alimentation saine et durable. Et quelque part, la question de la transition alimentaire, du changement de système, de mode de consommation, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est un enjeu qui est commun à l'ensemble de la population et qui n'est pas spécifique, on va dire, aux personnes en situation de précarité, même si on observe qu'elles sont particulièrement impactées par ces inégalités alimentaires. Donc, c'est aussi cette perspective un peu d'enjeu universel, d'enjeu pour tous, qui a guidé la recherche-action sur les tiers-lieux et aujourd'hui celle sur la caisse alimentaire commune qu'on porte dans Territoire à vivre. Donc, je vais partager mon écran pour aller sur la présentation du projet d'expérimentation qu'on porte actuellement. Voilà. Donc, je ne vais plus vous voir du coup. Si jamais il y a des problèmes de temps, parce que je suis un peu bavarde, n'hésitez pas à me le dire. Alors, attendez, excusez-moi. Hop. Je présente. Est-ce que c'est bon? Ah si, je vous vois en fait. Parfait. C'est bon, c'est bon. Voilà, donc on porte un projet qui s'appelle la Caisse alimentaire commune, qui est né donc de notre collectif Territoire à vivre ici à Montpellier, qu'on a construit depuis 1 an et demi maintenant, et qui est largement inspiré du principe de sécurité sociale de l'alimentation, qui est porté nationalement par le collectif Sécurité sociale de l'alimentation. Notre collectif Territoire à vivre, donc là vous avez tous les petits logos qui s'affichent, aujourd'hui regroupe à peu près 25 organisations qui vont d'organisations paysannes telles que les CIVAM et derrière le réseau Impact qui inclut différents types d'organisations du monde paysan, jusqu'aux associations de solidarité, donc telles que le Secours catholique, tels que des projets plus indépendants comme l'Esperluette, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc tiers-lieu alimentaire à Montpellier, des projets autour de l'insertion par l'activité socio-économique, Jardin de Cocagne, Croix-Rouge Insertion, la monnaie locale de Montpellier, des mouvements sociaux tels qu'Alternativa, et puis des collectivités, notamment la ville et la métropole de Montpellier, avec en particulier le marché d'intérêt national, donc le marché gare de la ville métropole de Montpellier. Donc, on a comme ça, et bien sûr, les acteurs de la recherche, que je n'oublie pas, notamment la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Donc, on a vraiment fait un travail pendant plusieurs mois d'aller voir, en fait, tous les acteurs qui s'intéressaient d'une manière ou d'une autre à ces enjeux d'inégalité alimentaire et d'accès à l'alimentation durable et qui agissaient déjà pour faire progresser, finalement, cette idée d'un droit à l'alimentation durable. J'ai oublié les structures d'éducation populaire comme les petits débrouillards qui sont vachement importantes aussi dans le collectif. On s'est rassemblés, on s'est demandé déjà qui fait quoi, quelles questions se posent pour qui, quelles sont les limites que peuvent rencontrer les uns et les autres. Et il y en a beaucoup, forcément. Et en même temps, il y avait du coup c'est un peu cette espèce de terreau propice à travailler en commun. On est parti sur l'idée tout de suite d'élaborer un projet collectif, même s'il y avait aussi des besoins, on va dire, de renforcer les pratiques des uns et des autres. Donc, c'est un peu des objets de travail qu'on a en tête. Je pense notamment aux épiceries sociales et solidaires. Il y a plusieurs épiceries sur la ville et la métropole qui ont des besoins, notamment sur les questions d'approvisionnement, sur les questions d'animation, sur les questions d'approche collective et participative. Donc, ça fait partie, on va dire, des effets attendus aussi du projet d'expérimentation qui seront peut-être moins visibles dans ce que je vais vous présenter là. Mais il y avait une envie de tous les acteurs de porter quelque chose qui soit un peu perturbateur, je pense, qui soit un peu plus radical peut-être dans ce que ça pouvait porter, notamment politiquement,
sur ces questions d'inégalité alimentaire. Donc, on est parti sur ce projet. On a mis une bonne année à l'élaborer tous ensemble, à vérifier quand même que c'était faisable et à prendre la température du côté politique public, du côté des élus de notre territoire. Et il faut dire qu'on a eu un accueil extrêmement positif et qu'aujourd'hui, la ville et la métropole de Montpellier soutiennent cette expérimentation financièrement, on va dire, mais aussi sur le fond. Donc, c'est à la fin, une fois de plus, le rappel peut-être de l'importance du contexte pour lancer des choses de ce type. Donc, la caisse alimentaire commune, l'idée, c'est un budget collectif qui va être issu dans le cadre de l'expérimentation à la fois de fonds publics, de fonds privés et de participation financière des habitants. Et ce budget, il va être géré par un comité citoyen de l'alimentation, donc par un groupe de personnes dans lequel on va avoir beaucoup d'habitants, mais aussi des producteurs ou des représentants de producteurs et de transformateurs alimentaires, et puis des représentants de notre de notre collectif d'organisation. Et ce comité va avoir en charge de définir finalement les règles de fonctionnement de cette caisse alimentaire. À rappeler que cette caisse, ce n'est pas une caisse de solidarité au sens où on pourrait l'entendre, c'est une caisse pour tous. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes qui vont expérimenter son fonctionnement et son usage, du coup, ce n'est pas uniquement des personnes en situation de précarité. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ce comité citoyen? Ils vont devoir fixer comment on rentre dans ce dispositif de caisse alimentaire, c'est quoi les critères d'accès, quels vont être les critères les taux, par exemple, de cotisation financière pour les uns et pour les autres en fonction de leurs moyens, puisqu'on va cotiser à la caisse en fonction de ses moyens. Et ils vont devoir faire un travail sur le conventionnement d'un circuit de distribution relié à cette caisse. C'est-à-dire qu'ils vont devoir élaborer des critères de qualité. Qu'est-ce qu'on met derrière la qualité de l'alimentation? Je pense que ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On ne va pas tous mettre la même chose derrière ça. Donc, nous, on fixe quand même un cadre dans le cadre de cette expérimentation, puisqu'on travaille sur le droit à l'alimentation durable. Et quand on parle de durabilité, on parle de plein de choses. On parle de la santé, on parle de l'environnement. On parle de la nutrition, mais on parle aussi d'égalité d'accès, on parle de respect des cultures, on parle de mode de gouvernance et aussi de modèle économique. Est-ce que l'alimentation est un bien ou un produit comme un autre? Est-ce que l'alimentation est un bien commun? Si oui, comment on doit la gouverner, la gérer? Et comment on peut envisager peut-être de sortir l'alimentation d'un système économique qui en fait, comme je disais, un bien marchand comme un autre. Donc ça, c'est bon. C'est toutes les questions qu'on peut se poser autour de la durabilité. Donc, c'est tout l'enjeu de ce comité citoyen de s'approprier aussi ces questions de durabilité, pas avec du savoir descendant qu'on viendrait enseigner, mais avec, et là, c'est vraiment l'enjeu de la recherche-action, c'est cette idée d'un partage des savoirs, d'un partage des expériences, et du coup, de prendre en compte un maximum finalement d'enjeux qui vont se poser pour les uns et pour les autres, et qui, on le sait, peuvent être tout à fait contradictoires. Donc, c'est comment on va réussir à dépasser, donc c'est bien une expérience collective qu'on va vivre, à dépasser ces contradictions pour se mettre d'accord sur des critères de qualité alimentaire et donc sur des lieux de distribution dans la ville. Et du coup, ça va forcément poser, bien sûr, la question le sujet de l'accessibilité alimentaire, c'est financier, mais c'est aussi géographique. Dans quel quartier on vit? C'est quoi la mobilité que j'ai? C'est des questions d'éducation, c'est des questions de rapport émotionnel à l'alimentation. Et là, on touche vraiment à la dimension multidimensionnelle de l'alimentation, qui est, oui, très politique, mais aussi très intime et aussi très pratico-pratique. Voilà. Donc, ce comité citoyen va faire ce travail normalement à partir du mois de septembre. Je vous parlerai après un peu comment on essaie de mobiliser les habitants autour de cette idée, ce qui n'est pas la chose la plus facile et qui prend du temps. En tout cas, pour le côté pratique, on va s'appuyer sur la monnaie locale de Montpellier pour créer une monnaie alimentaire solidaire. Donc, en gros, on n'intègre pas pleinement le système de monnaie locale, mais la monnaie locale a accepté de nous servir un petit peu de véhicule pour tester cette caisse. Donc, en gros, on va se servir de leur compte en banque, de leur monnaie, de leur logiciel d'adhésion, etc. Donc, ils nous offrent toute l'infrastructure et on va faire un développement
un petit peu supplémentaire par là-dessus pour créer donc une espèce de filiale de la monnaie locale dans le cadre de l'expérimentation, mais avec aussi dans l'observation une idée de savoir comment l'expérimentation de solidarité alimentaire pourrait nourrir peut-être le développement de la monnaie locale. Bon, voilà, ça c'est un des objets de travail sur lequel on va aller. Donc ça, on va dire que c'est la partie consommation, la partie accès, distribution. Et puis, on a la partie plus amont, c'est-à-dire cette question de l'offre alimentaire sur notre territoire montpelliérain. Donc là, c'est toutes les connexions qu'on fait avec notamment avec le PAT, la politique alimentaire et écologique de la métropole, et puis les projets de la ville aussi autour de la cité de l'alimentation. Et donc là, c'est tous les liens qu'on va pouvoir créer avec le monde paysan, de la production et de la transformation alimentaire. Et donc, toutes les questions qui ont été soulevées sur les terres, sur l'accompagnement de l'installation, ça va permettre aussi, donc nous, on ne va pas agir directement là-dessus, mais on va au moins avoir un travail pour voir comment on peut structurer ces filières solidaires, organiser cet approvisionnement de lieux de distribution qui sont destinés à tous avec cette solidarité, cet objectif de redistribution à l'ensemble des habitants. En tout cas, pour l'instant, je n'ai pas dit, peut-être qu'on était sur à peu près 400 habitants qui vont expérimenter la caisse en 2023. Et on a fait une proposition que chaque habitant dépense 100 € par mois dans ce circuit conventionné. Voilà, donc plateforme d'achat en commun, c'est toute cette idée de structurer des approvisionnements, de planifier les besoins, de travailler avec des réseaux de producteurs sur cette planification. Et là-dessus, on compte travailler avec la restauration scolaire de la ville de Montpellier, qui a fait déjà un travail de structuration de filière pour la resto scolaire, et qu'on aimerait voir comment on peut mutualiser en fait ce travail déjà réalisé, peut-être sur des filières solidaires, donc vers ces lieux de distribution citoyens. Je vais le dire comme ça. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Bon, quelques minutes pour conclure, oui. Ok, donc je me permets en tant que gardien du temps, désolé. Il n'y a pas de souci. Vous me poserez des questions, après je pense que je n'ai pas eu le temps de tout bien détailler. Je vous passe juste quelques photos pour vous dire un peu qu'est-ce qui se passe quand même au-delà de se réunir et discuter. Territoire à vivre, donc c'est beaucoup effectivement de temps de parole jusqu'ici, mais ça s'incarne aussi dans toutes les actions très concrètes que portent les acteurs sur le territoire. Donc les actions de cuisine de rue, les épiceries sociales et solidaires, les marchés paysans. Donc c'est beaucoup d'activation, de dialogue sur ce territoire avec ce qui se fait déjà, tout en ayant une proposition qui vient un petit peu perturber finalement les habitudes et qui vient un peu proposer quelque chose qui pourrait peut-être renverser un peu la manière dont on pose des questions aujourd'hui sur la lutte contre la précarité alimentaire. Petit détour par, vous voyez peut-être pas bien avec tous mes trucs là, mais petit détour par une action qu'on reproduit, c'est les balalim, les balades d'alimentation dans les quartiers, qui consiste à partir avec un groupe d'habitants, regarder finalement le paysage alimentaire de son quartier. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on aimerait avoir, où est-ce que je vais faire mes courses, pourquoi, et qui offre une vision très intéressante du rapport finalement des habitants à leur quartier en termes de paysage alimentaire, comme on dit. Voilà, c'est des projections de films, par exemple, là, à l'université, donc avec les étudiants qui sont aussi un public, on va dire, très concerné par les questions de précarité alimentaire. Donc là, en l'occurrence, on avait passé le film 12 France, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais qui était vraiment un très bon support de discussion. Voilà, les derniers temps forts du programme, ça a été un atelier de construction du comité citoyen. Donc là, c'était vraiment un temps de dire, en gros, on a dit qu'on allait faire un comité citoyen de l'alimentation, mais en gros, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? Ce serait quoi ses fonctions? Comment il serait organisé? Qui le compose? Quand est-ce qu'il se réunit, etc., etc. Donc ça, c'était un temps important du processus. On a beaucoup avancé sur la conception, on va dire, de l'atelier du comité citoyen de l'alimentation. Et puis, un autre temps fort qui a été la première assemblée citoyenne de l'alimentation qu'on a fait en juin, où donc là, on a rassemblé toutes les personnes qu'on avait mobilisées de ci, de là. Je n'ai pas dit que peut-être sur la mobilisation, ce qui est très important, c'est ce qu'on a appelé les relais, c'est-à-dire les lieux de solidarité alimentaire existants
qui sont en relation avec des personnes concernées tous les jours ou presque, et qui font ce travail en fait de présentation, de motivation à participer à cette expérience. Et donc là, on avait réuni à peu près 60 personnes issues des différents, issues d'un peu partout. Et donc là, on a commencé cette assemblée avec 3 témoignages. Le témoignage d'une productrice, d'une éleveuse, le témoignage d'une personne qui a recours à l'aide alimentaire et le témoignage d'un médecin qui a retraité, qui est très engagé sur la sécurité sociale de l'alimentation. Ces témoignages ont été très importants pour lancer cette assemblée citoyenne. Et ensuite, très concrètement, on s'est organisé en petits groupes et on s'est raconté quelle était notre histoire finalement à chacun et à chacune avec l'alimentation, qu'est-ce qu'on avait envie de changer individuellement, et ensuite passer du je au nous, qu'est-ce qu'on pensait possible de faire en tant que citoyen, collectivement, qu'est-ce qu'on pouvait porter dans le cadre de ce comité citoyen de l'alimentation. Donc, on repart vraiment des vécus de chacun, de cette ambition collective, et de là, on va pouvoir commencer à travailler sur l'émission de ce comité, surtout en lien avec cette proposition qu'on fait donc de gestion d'un budget. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Pauline. Ça me fait penser à plein de choses, mais je ne vais pas tout de suite moi-même monopoliser la parole. Donc, je vais plutôt demander à Madeleine s'il y a je crois qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Oui. Et puis ensuite, Mathilde pour le chat. Oui, merci beaucoup en effet pour cette présentation très, très inspirante dans de nombreux domaines, mais on y reviendra. Donc, il y a Sophie Niklos qui a demandé la parole. Bonjour et merci de me donner la parole. Merci Madame Scherer pour votre présentation, c'était très intéressant. Moi je suis chercheuse INRAE au Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, donc je travaille sur les comportements alimentaires et je suis aussi responsable scientifique d'un projet qui est soutenu par le dispositif Territoire d'innovation et qui s'appelle Dijon Alimentation Durable 2030, dans lequel on vise aussi à engager des transitions au niveau territorial, avec notamment une action sur l'aide aux populations précaires. Et donc, dans ce dispositif, on nous demande finalement d'avoir une approche évaluative de l'effet de l'action publique sur la transformation de notre système via des indicateurs. Donc, ça peut être quel gain, enfin, quelle économie de CO2 on a pu faire via la mise en place de notre projet, ou aussi des impacts sociaux. Et donc, j'étais très intéressée par votre présentation parce que vous l'avez présentée comme de la recherche interventionnelle participative. Enfin, non, vous n'avez peut-être pas dit interventionnelle, mais participative, ça c'est sûr. Et de fait, ma question, c'est comment est-ce que vous évaluez l'effet toute la démarche territoire à vivre? Comment est-ce que vous avez pu conceptualiser ça? Alors, je n'ai vraiment pas d'a priori sur le type d'indicateur, mais je serais curieuse de votre point de vue. Alors, peut-être pour dire aussi que tout ça reste un peu en cours, parce qu'en gros, on avait un premier temps qui était le programme Territoire à vivre, qui va jusqu'au 31 décembre 2022. Et donc là, on a une personne qui s'appelle Maëlys Morelou, qui est intégrée à l'équipe Territoire à vivre et qui est en charge de l'évaluation du programme sur les 4 territoires. Et donc là, les objets de l'évaluation, c'est plutôt sur les dynamiques de coopération et sur la manière, on va dire, dont s'expérimente et s'active la démocratie alimentaire. Elle, c'est ces 2 points de regard principaux. Et donc, nous, vu que nous, on va dépasser, entre guillemets, le cadre du programme Territoire à vivre, puisque notre expérimentation, on va dire, a plus ou moins démarré, mais démarre, on va dire, vraiment officiellement en septembre. Et donc, c'est là où on va dire qu'on passe dans un cadre plus de recherche-action. Donc là, on est en train de mobiliser des chercheurs académiques, notamment INRAE, CIRAD, et puis Ardev, qui est plutôt sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, on est en train de construire, on va dire, on est plutôt en construction de ces fameux indicateurs et autres objets. Ce qu'on voit déjà, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'on va avoir plusieurs thématiques, on va dire, d'observation et d'analyse. Il y a toujours une grosse thématique sur cette idée de démocratie alimentaire et sur la manière dont effectivement les personnes s'approprient ce sujet de l'alimentation. Sachant que le concept de démocratie alimentaire, c'est l'appropriation, c'est pouvoir s'exprimer, participer, mais
le concept, il inclut déjà la dimension justice sociale, accessibilité et la question durable aussi, c'est-à-dire et les impacts environnementaux, les questions de santé. Donc, le concept est déjà très large. On va avoir un point de regard donc, sur les pratiques alimentaires, c'est-à-dire par rapport à nos 400 personnes qui vont tester cette monnaie alimentaire, quels vont être les effets, alors impact c'est peut-être un peu fort parce qu'on va être quand même juste sur un an, hein, mais quels sont les effets d'utilisation de ce dispositif sur leurs pratiques à eux. On a quelque chose autour des financements publics de la lutte contre la précarité alimentaire. On l'a déjà vu là, le fait de proposer la caisse, ça a déjà beaucoup agité tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, on peut avoir en réunion quelqu'un qui nous dit « Ah ben c'est bon, maintenant qu'il y a la caisse alimentaire, on ne finance plus les épiceries sociales et solidaires. » Provocation, bien sûr. Mais voilà, c'est comment à un moment donné, comment les différentes institutions, que ce soit la ville, la métropole, le département, la région ou l'État, vont se positionner par rapport à cette expérimentation de caisse. Est-ce que ça vient perturber aussi un peu et faire réfléchir un peu autrement les enjeux d'accès à l'alimentation? Parce que nous, on travaille sur cette espèce de passage de paradigme, ce changement de paradigme entre accès à l'alimentation durable pour tous ou lutte contre la précarité alimentaire avec des dispositifs ciblés. Donc, c'est toute la réflexion qu'on a entendue autour des chèques. Et du coup, dans ce ciblage, dans cette idée d'universalité versus ciblage, aussi la question de la contrainte, qui est la question qui s'est posée pour les chèques. Est-ce qu'on doit flécher les chèques alimentaires? Est-ce qu'on doit respecter le libre choix des gens? Est-ce qu'on doit faire peser finalement, est-ce que c'est plus les personnes en situation de précarité qui doivent consommer plus sain et plus durable? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va travailler, je pense, là-dedans. Voilà. Après, j'en profite parce que je vois qu'il y a une question sur la monnaie locale. En gros, on n'a pas choisi de rentrer pleinement dans le dispositif parce qu'aujourd'hui, la monnaie locale de Montpellier, elle est peu développée. Et du coup, le circuit d'utilisation de la monnaie est très restreint, principalement en centre-ville, sur des boutiques assez spécialisées où, du coup, les prix sont assez élevés. Et donc, il y avait, a priori, il n'y avait pas une adéquation de base entre ce qu'on imaginait d'être le circuit alimentaire de la caisse et celui de la monnaie. Par contre, vu que la monnaie locale a des enjeux de développement, on veut observer, est-ce que finalement l'expérimentation, elle va plutôt appuyer le développement de la monnaie locale? Parce qu'en gros, les freins sur l'utilisation de la monnaie locale, c'est que les fournisseurs d'alimentation, et notamment les producteurs sur les marchés, n'ont pas envie de se retrouver avec des monnaies qui s'appellent la graine ici, parce qu'ils ne savent pas comment le dépenser derrière pour faire fonctionner le circuit économique local. Donc ça, c'est un objet sur lequel on va certainement avoir aussi une observation. Voilà, en gros, j'espère que j'ai répondu plus ou moins à la question sur les thématiques, on va dire, d'observation et d'évaluation. Après, sur la méthode, c'est-à-dire la manière dont on va le faire, là, c'est un peu encore en cours d'élaboration. On sait déjà qu'on va faire une évaluation participative, c'est-à-dire qu'on va avoir d'une part une observation participante du comité citoyen. On va certainement suivre une cohorte de membres de ce comité citoyen de manière individuelle. Et ensuite, on va avoir plutôt une méthode d'entretien collectif avec les habitants expérimentateurs de la caisse. Voilà, en gros. Ok, merci. Mathilde, tu as une question? Tu voulais nous faire remonter des questions du chat? Je vais faire remonter les questions du chat, effectivement. Merci Pauline déjà pour les précisions sur la monnaie locale. Tu as l'œil sur le chat également. Mais il y avait deux autres questions aussi, peut-être que je vais te faire remonter. Il y avait une demande de précision plus sur la question de la restauration scolaire. Tu nous as parlé de la restauration scolaire dans ta présentation et peut-être préciser mieux en fait pourquoi tu nous as parlé de ça par rapport à ce projet de caisse alimentaire commune. Et puis, il y avait aussi, alors on a bien compris qu'on est au stade de l'expérimentation dans Territoire à vivre, mais il y avait aussi une question sur est-ce qu'éventuellement ces expérimentations dans Territoire à vivre peuvent être essaimées dans d'autres métropoles, d'autres territoires. Voilà. Est-ce qu'il y a cette idée d'essaimage déjà qui est pensée? Alors, sur la restauration scolaire, en fait, il y a un petit historique à Montpellier d'un projet qui s'appelle Ma cantine autrement,
et qui a entamé depuis plusieurs années un travail sur l'approvisionnement des cantines scolaires. Et pas uniquement sur l'approvisionnement, mais aussi sur le temps du repas des élèves. Et donc, pour donner un exemple, ils ont travaillé sur sur l'allotissement, c'est-à-dire le fait de faire des lots, dans les appels d'offres pour l'approvisionnement, d'avoir des lots plus petits pour permettre à des producteurs plus petits, notamment producteurs locaux, de répondre. Voilà. Ensuite, ils ont fait un travail sur les animateurs et les ATSEM qui accompagnent le repas. Il y a eu des modules de formation sur l'accompagnement des repas, voilà. Bref, des choses comme ça. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la restauration scolaire a créé des filières d'approvisionnement en produits durables qui fonctionnent plutôt bien. Et donc, ce qu'on veut regarder, et ça, c'est aussi des questions juridiques, c'est est-ce que finalement, cette structuration de filière pourrait servir et être utile à un réseau de solidarité alimentaire, puisque la ville porte aussi un projet de développement des tiers-lieux alimentaires, en gros des lieux de citoyenneté autour de l'alimentation. Donc, avec cette idée qu'on pourrait mutualiser peut-être cette expertise, ce savoir qui a été développé, et puis ce truc très pratico-pratique des filières, pourquoi pas le mettre aussi à contribution, à disposition des projets de solidarité alimentaire. J'étais hier en entretien avec une épicerie sociale et solidaire à Montpellier qui observe que d'une part, eux, ils fonctionnent uniquement avec la banque alimentaire. Donc, ils observent que d'une part, ils ont de plus en plus de monde, que d'autre part, ils ont de moins en moins de produits qui viennent de la banque alimentaire et que les produits de la banque alimentaire sont de plus en plus, arrivent de plus en plus tard. Là, hier, ils jetaient un nombre de carottes, un nombre de pêches, etc., qu'ils ne pouvaient pas mettre dans l'épicerie sociale et solidaire. On a vraiment je crois qu'on est vraiment un système qui est à bout de souffle, quoi. C'est-à-dire qui peut plus fonctionner de cette manière-là par rapport à tous les enjeux que Marie a cités tout à l'heure. J'y pense parce que sur la question de l'approvisionnement, on a énormément de demandes des épiceries sociales et solidaires pour faire autrement, pour s'approvisionner différemment. Donc nous, dans le cadre de Territoires à Vivre, on travaille avec eux là-dessus, mais on leur dit qu'il faut qu'on aille plus loin que ça. Ce n'est pas juste améliorer l'approvisionnement peut-être des lieux existants, il faut qu'on se fédère pour défendre quelque chose de plus ambitieux et de plus, et de plus transformateur. J'ai un problème de batterie, j'arrive. Mais je vous écoute. Du coup, si on a... peut-être on prend l'intervention de Sophie. Sophie, si vous voulez réagir. Et puis après, on va revenir sur un débat un peu plus collectif sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que nous, nos réseaux. Et puis, je voulais apporter une petite précision aussi, mais je laisse Sophie. Oui, merci pour toutes les précisions. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai une question un peu provoque, hein, désolée. Il me semble que dans l'esprit, en fait, on pourrait espérer que tous les réseaux d'aide alimentaire, qui permettent de pallier les problématiques de précarité alimentaire devraient être amenés à dispenser pour être amenés à disparaître à terme. Or, il me semble que dans toutes les présentations, tout ce qui a été discuté aujourd'hui, on voit que tout se structure de plus en plus et se met en réseau de plus en plus. Donc, est-ce qu'on reste complètement pessimiste sur l'évolution de la précarité alimentaire? Enfin, voilà, c'est vraiment plus une question un peu générique. Alors, si je comprends bien la question, en gros, ce que vous dites, c'est jusqu'où les organisations qui luttent aujourd'hui contre la précarité alimentaire sont prêtes à se saborder à un moment donné pour passer à autre chose. Donc, effectivement, c'est un très bon sujet. Je pense que c'est vraiment ce qui nous occupe actuellement et on le voit. Après, les déclinaisons locales ne sont pas toujours les mêmes que nationalement. C'est vrai que nationalement, aujourd'hui, il y a des oppositions de modèles et du coup, c'est la capacité des organisations à se dire que réellement, il va falloir soit faire complètement autre chose, soit faire complètement autrement, soit carrément ne plus être là. Je pense que c'était un peu le propos de Coluche au départ. Mais effectivement, on n'en est pas là. Aujourd'hui, c'est un monde qui s'est beaucoup structuré. Si on revient sur l'histoire de l'aide alimentaire,
C'était des restaurants publics au début, qui très vite ont été finalement remplacés par des actions de charité qui ont été construites par les élites, hein, par les classes sociales supérieures. C'est le secours populaire, on va dire, qui a un petit peu changé ça, c'est-à-dire avec l'arrivée des classes plus moyennes, des enseignants, etc. Et puis assez vite, avec les banques alimentaires, etc., on est allé plutôt sur du partenariat, on va dire, entre l'aide alimentaire et la grande distribution. Et du coup, aujourd'hui, l'aide alimentaire est complètement imbriquée dans le système alimentaire industriel, surproductif et dans toute cette organisation économique de l'alimentation. C'est bien ça qui pose problème. C'est-à-dire que souvent, voilà, on dit ah, vous critiquez les associations alimentaires. Non, bien sûr que non, et surtout pas la solidarité et les bénévoles. Mais c'est le dispositif tel qu'il fonctionne aujourd'hui qui ne fonctionne plus et contre lequel on doit vraiment inventer autre chose parce que le contexte n'est plus le même, les enjeux ne sont plus les mêmes. L'aide alimentaire, elle a émergé dans un contexte particulier à un moment donné. Voilà, maintenant, il va falloir qu'on invente autre chose parce que tous ces impacts, on en a parlé, de santé, d'environnement, de dignité et de citoyenneté, parce que c'est de ça aussi dont on doit parler, c'est la question de l'accès aux droits. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la sécurité sociale de l'alimentation? Elle nous dit l'alimentation est un droit, le budget alimentation dans les foyers doit être protégé, doit être sanctuarisé, parce que c'est la variable d'ajustement, et que, bah oui, on préférera toujours investir pour avoir un toit sur sa tête et payer ses factures d'énergie, etc. Et avec l'alimentation, on fera comme on pourra. Et donc, c'est vraiment cette lutte pour un nouveau droit, pour une nouvelle protection qu'on essaye en tout cas d'expérimenter de manière très locale. Hein. C'est sûr que la caisse alimentaire, elle ne peut pas expérimenter la SSA au sens large avec la mise en place d'une cotisation sociale, etc. Mais en tout cas, elle porte un peu ces principes d'universalité, de protection pour tous et dire que s'il y a une transition alimentaire à faire, c'est l'ensemble de la population qui doit la faire, qui est à même de la faire et qu'on peut. Voilà, il y a eu un article de l'IDRI il n'y a pas très longtemps sur l'alimentation des personnes modestes qui dit si on veut faire la transition, il va falloir embarquer tout le monde et notamment ceux qui ont un fort pouvoir d'achat et qui du coup ont un fort pouvoir aussi sur le système alimentaire. Et là-dessus, Pauline, si je peux me permettre d'intervenir, il y a justement une autre expérimentation dont je voulais juste mentionner, je vous mettrai le lien dans le chat, mais c'est Solidoum qui à la fois expérimente la SSA dans le Puy-de-Dôme, donc c'est à Clermont-Ferrand. Oui. Et voilà, donc c'est une expérience un peu similaire au vôtre, assez axée pour l'instant sur, parce qu'ils sont en lien avec une association étudiante, donc sur ce public-là, mais c'est dans les mêmes... dans le même esprit. Et donc, je vais mettre le lien dans le chat, mais également, le collectif que vous présentez de cette gouvernance un peu qui a été mise en place à Montpellier, ça me fait vraiment penser aussi aux expériences de partenariat, d'alliances de structures autour de la précarité alimentaire qui sont nées au Royaume-Uni. Il y en a plus de 80 maintenant sur tout le territoire. Qui ont mis en place cette gouvernance pérenne pour répondre de manière systémique aux questions à ces problématiques-là, en lien avec l'équivalent un peu des PAT locaux là-bas, et qui sont mis en réseau, du coup, à l'échelon national pour pouvoir travailler collectivement ensemble, en développant des plans d'action, en partageant des bonnes pratiques, etc. Et donc en échangeant là-dessus. Et nous, c'est un peu aussi pour ça qu'on voulait, on aurait bien aimé discuter avec vous là aujourd'hui dans le temps qui nous reste. Et Marie, j'ai bien vu que tu souhaitais prendre la parole, donc on peut amener ça aussi dedans, mais sur comment est-ce qu'on peut faire justement collectivement ensemble, qu'est-ce qu'on peut apporter pour vraiment mener ensemble ce changement de modèle. En gros, aller au-delà de l'aide alimentaire et d'un point de vue plus stratégique, politique, collectivement ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un impact à une échelle plus nationale. Comment faire circuler ces infos. J'ajoute juste un tout petit truc parce que je pense que c'est très important là, cette question de la transformation des organisations et de l'évolution en fait, de l'écosystème, des organisations de lutte contre la précarité alimentaire. Et on peut se référer par exemple au rapport qui a été publié par Terra Nova, qui a été écrit par 7 chercheurs et chercheuses de différentes disciplines sur la sécurité alimentaire durable, donc ligne directrice pour une sécurité alimentaire durable, et qui parle de cet enjeu de phase de transition, phase de transformation, dispositif transitoire, dispositif de transformation. On ne va pas passer d'un truc à l'autre comme ça.
derrière les organisations de lutte contre la précarité alimentaire, aujourd'hui, c'est des grosses structures, c'est de l'emploi, c'est des gens qui travaillent, c'est du bénévolat, etc., etc. On pourrait parler de l'évolution du bénévolat aussi. On a pas. Si on avait 3 heures devant nous, ce serait parfait. Merci. Marie, tu voulais intervenir? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de Pauline et ce qui précédait. C'est vrai que souvent, on a cette question et les pouvoirs publics ont toujours peur de nous la poser, alors que nous, on est très à l'aise au Secours catholique avec cette question-là, puisqu'on serait plutôt même content de ne pas avoir à intervenir sur cette aide, puisqu'on estime que les personnes devraient avoir accès à leur alimentation dignement et simplement. Ceci dit, c'est peut-être la question aussi de la juste place, puisque ce qu'on voyait aussi, ça soulève, quand je disais, des enjeux vertigineux, parce qu'une partie, sur l'aide, encore une fois, l'aide alimentaire ne recouvre pas en plus toutes les situations de précarité alimentaire, ni l'intensité du phénomène, mais même l'étude INSEE l'a sortie, précisait bien, il y a aussi des personnes qui sont en situation irrégulières, quoi, en fait, et qui n'ont pas forcément accès aux droits. Et donc, il y a aussi des publics, de toute façon, pour qui ça pose des questions là auxquelles on ne répond pas forcément avec nos projets non plus, parce que ça soulève d'autres enjeux beaucoup plus vastes, potentiellement d'intégration et de régularisation. Ok, merci beaucoup, Marie. Est-ce que parmi les participants, moi je m'interroge, est-ce que vous auriez des idées d'outils qui pourraient vous aider, vous, dans vos travaux quotidiens, auxquels on pourrait réfléchir collectivement à mettre en œuvre, notamment peut-être par ce collectif ALTA qui est en train de se monter, ou par d'autres biais, peu importe, mais en tout cas pour essayer de mutualiser, de se renforcer, de s'entraider mieux sur ces questions-là pour avancer. S'il y a des idées, des choses, n'hésitez pas à les partager, encore une fois, en levant la main ou dans le chat. Alors, je vois qu'il y a Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, peut-être pour, dans un premier temps, faire circuler la parole, et sinon... Alors, Marc aussi. Est-ce que d'autres qui n'ont pas encore pris la parole souhaitent la prendre d'abord? Est-ce qu'il y a des choses dans ce sens-là, Mathilde, dans le chat, que j'ai pas pu voir? Non, j'ai pas vu passer des choses dans ce sens-là. Bon, il y avait des questions encore qui on va frustrer un peu les gens. Il y avait des questions notamment pour Pauline sur la mobilisation des personnes, des habitants. Voilà, comment faire pour mobiliser les gens. Mais bon, je vous mets le lien vers le site dans le chat qu'on est en train de mettre à jour, et vous allez retrouver un peu tout. Mais donc voilà, non, Alizée, sur la question précise que tu as posée, il n'y a rien pour le moment. Je vois Gulteren qui n'a pas pris la parole encore et à qui on peut la donner. Oui. Avant ceux qui l'ont déjà eue. Merci beaucoup. Oui, pour cette dernière question, je me disais que ce serait intéressant parce qu'il me semble qu'il y a des personnes qui représentaient les collectivités, notamment les PAT aujourd'hui, mais qui ne se sont pas trop exprimées. Et ce serait intéressant que tout ce qui vient d'être dit ici puisse être vraiment partagé avec le réseau RNPAT aussi, pour croiser justement toutes les recherches, toutes les réflexions qui sont menées sur la question de la précarité alimentaire et l'accès de tous à une alimentation saine sur les territoires, puisqu'on a bien vu que c'était les changements systémiques qui étaient nécessaires, l'implication aussi des producteurs, etc. Donc, voilà, une piste de réflexion serait pour moi ça dans l'émission d'Alta. C'est de vraiment croiser ça, puisqu'il y a de plus en plus de PAT pour lequel l'accessibilité est un des volets principaux d'action des PAT. Merci. Sophie, qu'est-ce que vous vouliez nous compléter? Désolée, je ne voulais pas monopoliser la parole. Simplement, sur la question des initiatives et des ressources qui seraient utiles, je pense qu'un genre de boîte à outils de ce qui a pu se faire, juste avec un répertoire de ce qui a pu être fait, ce serait déjà super, mais aussi avec une petite évaluation, entre guillemets, quali, sur ce qui marche mieux ou pas, ou les conditions de succès. Parce qu'en fait, on peut avoir tous, je pense, plus ou moins les mêmes facteurs de succès, mais qu'on peut avoir tendance à sous-estimer, ou des facteurs d'échec qu'on peut avoir tendance à sous-estimer. Je pense que ce serait vraiment utile d'avoir ça, plus un petit quali là-dessus. Voilà, merci. Ok, merci. Marc?
Oui, pareil, je vais pas monopoliser la parole, mais dans ce que moi j'ai entendu ce matin, il y a une chose qui me paraît assez évidente, c'est que, et pour répondre à la question d'Alizé, hein, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, ça confirme les discussions de ce matin qu'il faut partir du terrain et qu'un des enjeux, c'est de redonner la parole et du pouvoir d'agir aux personnes concernées. Après, quand on a dit ça, vous allez me dire, on n'a pas dit grand-chose, mais si quand même, pour moi, du coup, l'enjeu d'un réseau comme Alta ou un autre, c'est de pouvoir nous outiller tous les uns les autres pour deux choses. Sur le plan strictement méthodologique, tel truc a marché, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans telle ou telle situation. Et ça, c'est une forme de soutien parce que une de nos difficultés à tous, c'est de multiplier les actions sur le terrain. Ce n'est pas évident. Sur des sujets sur lesquels on est aussi vite, on peut être vite critiqué, etc. Donc, d'être plus fort avec j'allais dire, une armature collective, des points de repère, des histoires qui fonctionnent et dont on peut s'inspirer, je pense que c'est un confort pour tout le monde, c'est un soutien pour tout le monde. Et moi, je verrais bien cette fonction-là dans notre réseau. Ce qui voudrait dire qu'on soit capables les uns les autres, même si on est sur des choses extrêmement simples, parce qu'il faut viser la simplicité, de faire des témoignages, oui, super, on en a besoin, mais aussi des fiches méthodologiques sur nos actions, de façon à faciliter leur reproductibilité, en sachant qu'elles seront toujours modifiées, adaptées sur chacun des territoires sur lesquels elles seront mises en œuvre. Ok, merci. Alors, dans ceux, je ne vois pas tout le monde, mais dans ceux qui n'ont pas pris la parole, j'ai envie d'interpeller Marinke qui participe depuis les Pays-Bas et qu'elle nous dise un petit mot de comment elle voit les choses depuis là-bas et est-ce que dans d'autres… elle travaille avec de nombreux pays. Est-ce que dans d'autres pays, les choses s'organisent autrement? Est-ce qu'elle a des idées à nous apporter par rapport à ça? Oh, merci Madeleine. Je suis très heureuse d'être ici. Je m'excuse pour mon français. Je me débrouille parfaitement, mais ce n'est pas un français comme… C'est plutôt un français comme on parle dans la francophonie et pas en France. Mais donc, je suis très heureuse d'être ici. Il y a 3 mois maintenant que j'ai commencé en tant que Chief Weaver pour un mouvement émergent qui s'appelle Healthy Food, Healthy Planet. C'est un mouvement pan-européen qui veut changer le système d'alimentation radicalement. Mais c'est quoi radicalement? Ça, nous sommes en train de toujours découvrir et explorer. Et ce que j'ai fait jusqu'à ici, c'est participer à un grand nombre d'ateliers comme ça. J'ai eu plein de conversations. Et ce que j'ai vu, Madeleine, dans tous les pays dont j'ai fait ça, donc Pays-Bas, Allemagne, France, Grande-Bretagne et Espagne, que cet élément de justice sociale est très faible dans le débat d'alimentation en général. C'est très général. Hein? Et donc, c'est pour ça que je voulais participer à cet atelier, parce que si on veut changer notre système alimentaire, il faut faire face à cet aspect. Donc, je suis très heureuse déjà avec cette discussion et on va organiser une caravane. Peut-être je vais partager le lien, parce que c'est au début septembre à Berlin, où on va échanger avec une vingtaine de changemakers, je ne sais pas le mot en français, sur aussi ce sujet. Et il y a un appel aux participants qui est ouvert et on va aussi organiser les interprètes si on a besoin de ça pour avoir des discussions profondes. Donc, je vais partager le lien et si vous avez des questions ou des choses ce que vous voudriez discuter avec moi,
n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marinka. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est entre nous. On arrive au bout de notre temps quand même, malheureusement, mais on peut prendre une dernière question ou intervention. Et s'il n'y en a pas, par contre, j'inviterais bien Pauline, si vous voulez bien faire juste un petit retour sur ce que vous avez, ce qui est ressorti un peu des discussions, là, notamment les 30 dernières minutes, entre autres, mais peut-être pour nous lancer sur une phase d'après, sur comment est-ce qu'on pourrait se structurer, ou s'il y a des pistes d'action ou autre chose. Qu'est-ce qui vous a interpellé? Après, c'est pas évident comme ça, mais c'est comme disait Marinke, c'est ça? Enfin, qu'est-ce qu'on met derrière transformation radicale finalement? Et ce qui est compliqué, c'est quand on parle de ça, finalement, ça nous renvoie au système dans lequel on évolue et dans lequel on agit, qui ne bouge quand même pas beaucoup, qui n'évolue pas beaucoup, que ce soit sur le volet agricole, sur le volet économique, sur le système qui génère ces inégalités alimentaires et ces difficultés d'accès, parce que, enfin voilà, et là, j'ai envie de citer le travail de Magali Ramel, qui vient de soutenir sa thèse sur le droit à l'alimentation, et qui nous dit il faut bien différencier le droit d'être à l'abri de la faim et le droit à l'alimentation, et qui nous invite aussi à peut-être un peu moins regarder ce qu'il y a dans l'assiette, même si les enjeux de santé et d'environnement sont majeurs, mais finalement, toutes les règles sociales autour de l'alimentation, qu'est-ce qui fait qu'il y a de l'exclusion, qu'est-ce qui fait qu'il y a de la discrimination, qu'est-ce qui fait que c'est compliqué. Enfin, voilà. Et du coup, ça nous renvoie beaucoup à l'organisation sociale et politique de l'alimentation. Donc, le rôle des collectivités locales aujourd'hui, qui pour beaucoup sont très sensibles à ces enjeux-là. Voilà, comment à un moment donné on fait mouvement, et donc voilà, l'initiative Alta, enfin, je pense qu'il n'y a que ça, quoi, de créer du mouvement. Il y a un mouvement dans la société civile, on peut encore le renforcer, il faut l'élargir, il faut aller chercher les personnes qui sont les plus éloignées, qui restent encore invisibles en fait par rapport à ces questions-là. Il y a un mouvement des organisations associatives et autres, il y a ce mouvement coopératif autour de l'alimentation, quid d'un mouvement des collectivités locales. Enfin, c'est-à-dire comment à un moment donné on fait peser quelque chose sur les décisions finales, parce que l'idée du consommateur, entre guillemets, qui va faire changer le système, ça ne va pas marcher a priori. C'est-à-dire que l'individu comme unique, entre guillemets, vecteur de changement, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, on a un enjeu de transformation des institutions, des éléments structurels. Alors bien sûr, ça paraît énorme parce que lutter contre le capitalisme, entre guillemets, c'est peut-être pas à notre portée là tout de suite et maintenant. Mais voilà, il y a quand même cette idée de structurer des choses, des mouvements, et de surtout se dire qu'on a tellement de modes de gouvernance en fait à inventer qui soient autre chose que ce qu'on connaît aujourd'hui. Cette construction entre les initiatives citoyennes, le monde associatif, qui doit se remettre en cause aussi, parce que l'évolution du milieu associatif est aussi à regarder, et je ne vais pas m'étendre parce que ce serait beaucoup trop long, la co-gestion avec les politiques publiques, et c'est un peu ce que nous proposent les réflexions sur l'alimentation comme bien commun, ou les communs alimentaires, etc. Cette idée qu'on a une ressource alimentaire, et on a un enjeu à ce qu'elle soit gérée collectivement. Et quand on dit gérer collectivement, ça veut dire donc du collectif. Ça veut dire de l'action collective, et l'action collective, elle peut se situer au niveau des citoyens, mais elle peut aussi se situer dans cette recherche de nouvelles relations entre la société civile et les politiques publiques, et que, voilà, peut-être que c'est pas on n'a plus qu'une... Enfin, aujourd'hui, on a entre guillemets, on a deux alternatives. On a le marché économique capitaliste tel qu'il fonctionne, on a l'État, on va dire les réponses étatiques, et en gros, il n'y a pas que ça, entre guillemets. C'est peut-être pas l'unique manière de gérer les choses. Il faut qu'on progresse et qu'on continue d'expérimenter, de rechercher des choses là-dessus. Parce que l'aide alimentaire, c'est quand même un marché économique capitaliste de l'alimentation versus la charité. Et c'est ça qu'on essaye de transformer. C'est de sortir finalement de cette dualité qui se répond un peu. Et quand on voit le
nombre, l'accroissement de recourants à l'aide alimentaire, auquel il faut ajouter tous ceux qui n'y vont pas, mais qui sont en précarité, bon, ben voilà, je pense que explosion des problèmes de santé, bon, voilà. Je ne vais pas finir sur le négatif. Donc, je termine voilà, plutôt sur l'effervescence qu'il y a aujourd'hui sur cette question, qui est devenue un problème public, une question publique importante, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, voilà, on peut s'emparer de ça. Et justement, pour finir sur une note encore plus positive, effectivement, il y a des expérimentations, comme vous l'avez présenté, entre autres de Territoire à vivre et de bien d'autres. Et donc, pour aussi rebondir sur la question de Jacob dans le chat, oui, c'est un enjeu de visibiliser et de partager ces expériences-là qui ont lieu et, comme c'était proposé, d'en faire un peu des fiches, voir ce qui marche pas, pour que ce soit plus facilement reproductible et adaptable par d'autres territoires. Et donc ça, c'est effectivement, je pense, un enjeu majeur que pourrait proposer un collectif comme Alta, de pouvoir visibiliser ces différentes expériences qui ont lieu à droite à gauche. Et ce serait effectivement 4 territoires qui essaiment vers 10, 20, 30, 40. Voilà, ça, ce serait une piste d'action effectivement très intéressante à poursuivre. Il y a des collectivités qui sont intéressées par la caisse alimentaire. Mais après, nous, ce qu'on dit, c'est que voilà, faut aussi prendre le temps de travailler, de bien faire les choses et de bien expérimenter. Et que s'il y a une autre chose qui s'expérimente ailleurs, c'est bien des fois que ça soit un petit peu décalé dans le temps pour apprendre aussi de ce qui s'est passé la fois d'avant. Faut faire attention sur la solution, voilà, le côté solutionnisme que voilà, on n'a pas. Et mettre en réseau ceux qui expérimentent justement pour pouvoir progresser ensemble. Je vous propose, comme il est déjà 12h05, peut-être qu'on conclue là-dessus. Je vais juste, pour vraiment terminer, vous partager les derniers rendez-vous. Les rendez-vous. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Voilà. Oui, on voulait juste vous partager quelques rendez-vous à la rentrée qui pourraient éventuellement vous intéresser. Il y en a probablement beaucoup d'autres. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Nous, on pourra les reprendre et les rajouter à cette diapo quand on la fera circuler. La rentrée, elle est déjà chargée parce que là, c'est déjà tout en septembre. Donc, il va falloir s'accrocher, mais n'hésitez pas aussi, donc du coup, pour un peu toute la suite de ces réflexions, de comment est-ce qu'on peut travailler ensemble et progresser, je vous invite à vous inscrire sur la liste de diffusion du coup d'Alta. Donc juste en m'envoyant un mail, je vous ai mis mon mail là sur la diapo pour aller un peu au-delà de cet atelier et poursuivre les discussions ensemble. Et il ne me reste qu'à vous remercier beaucoup et chaleureusement pour votre présence aujourd'hui, votre participation, et on espère vous retrouver lors d'un prochain événement peut-être à venir. Merci à tous et bon appétit et bon après-midi. Un grand merci aux intervenants. Merci. À bientôt. Merci Madeleine. Merci beaucoup. À tous. Merci beaucoup aux intervenants. Merci. On laisse le chat un petit peu ouvert, Madeleine, pour ceux qui... Oui, si vous voulez faire des commentaires ou rester en lien, faites-le savoir sur le chat, on le laisse ouvert 5 minutes. Pour récupérer les derniers liens avant qu'on ferme tout. Juste pour savoir, excusez-moi, est-ce qu'on aura le replay rapidement? Parce que je voudrais le faire diffuser aussi ici. Oui, on va essayer de renvoyer tout ça assez rapidement avec un petit compte rendu. Ouais. Ok, chouette, merci beaucoup. Ça marche, merci.